membres de la CSM qui ont fait de la grève cet automne. Et si on prend tout le monde du Front commun, c'est plus de 66 000 personnes qui ont fait grève dans la région. C'est historique. C'est carrément une personne sur 10 qui a participé à l'effort colossal de grève. Les travailleuses et les travailleurs ont décidé que c'était assez de se faire prendre pour acquis, assez de se faire piler dessus, assez de se faire demander de faire toujours plus, mais avec toujours moins. On a dit non, on ne joue plus dans le jeu-là. Puis on sort, tabarnak! Au Québec, à un certain moment donné, si on ajoute les camarades de l'Afrique et les camarades de la FAE au Front commun, c'est près de 600 000 membres qui ont fait la grève dans le secteur public. La plus grosse grève jamais exercée au Canada, c'est pas rien ça. Puis en Amérique du Nord, il fallait remonter aux années 80 pour avoir quelque chose de comparable. Cette lutte-là, elle s'est menée dans la rue, puis avec la population qui était à nos côtés, puis qui nous a appuyés tout le long. C'était une lutte collective. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où le salaire minimum passe à 15,75 $. C'est désolant de constater le peu d'efforts que fait le gouvernement pour soutenir les citoyennes et citoyens qui travaillent au salaire minimum. 15,75 $, calvaire! 15,75 $, une personne travaille à temps plein qui est pauvre. À 15,75 $, le monde va dans les banques alimentaires. C'est pas normal, c'est encore moins acceptable comme société que le monde qui travaille à temps plein soit pauvre et doivent aller dans les banques alimentaires pour subvenir à leurs besoins, puis ça, nos familles, puis on peut le dire, ça fait chier au tabarnak! Je vais vous dire un petit secret, on ne l'acceptera pas non plus. Les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans. La CSM, pour eux, a décidé de ne pas attendre après le gouvernement pour faire augmenter le salaire minimum de nos membres. On a fait une recension complète de nos conventions collectives pour identifier toutes celles qui comportaient des salaires en bas de notre revendication, qui étaient de 18 $ à l'époque. En 2 ans, on a réussi à éliminer 75% des cas où ça se présentait. C'est pas rien. Là, c'est sûr qu'on pourrait parler longuement, on ne parle pas des difficultés à se loger, avec la crise du logement qui bat son plein, puis le prix des maisons qui monte en flèche. Notre demande, c'est un salaire minimum à 20 $. En bas de ça, c'est plus possible pour une personne de répondre à ses besoins de base puis de se loger convenablement. Ne pas permettre au monde de sortir de la pauvreté en travaillant, c'est non seulement inacceptable, mais c'est violent. On va condamner le fait que l'État est violent envers les plus vulnérables et les plus pauvres. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent à bas salaire de même. Puis nous autres, on va accepter ça. On va-tu l'accepter, nous autres? On va jamais l'accepter. On va s'organiser, on va contester, puis on va se mobiliser pour rappeler aux crises de Manon Claquette que diriger, c'est pas juste pour le 1% et les entreprises, c'est pour tout le monde en lice. Vive la classe ouvrière! Solidarité! Les syndicats des professionnels en soins de la capitale nationale associés à la FIC. On les applaudit. Comme vous le savez, vous avez augmenté le son, hein, merci. Donc, comme vous le savez, les professionnels en soins, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes du Québec sont toujours en négociation. Alors, nos membres ont bravement et majoritairement rejeté l'entente de principe qui dégradait à vitesse grand V leurs conditions de travail, mais aussi la sécurité des soins et la qualité des soins des patients à travers le Québec. Malgré les allégations de la CAQ, qui laissait sous-entendre qu'on était juste une bande de capricieuses qui refusaient d'aller soigner, pour reprendre ces mots, les patients de l'autre bord de la rue, comme si c'était si simple. Bien, en fait, tout ce qu'on a exigé de la part de ce gouvernement-là, c'est de faire respecter notre expertise en tant qu'infirmière.
malgré, comme vous savez, les conditions de travail qui sont difficiles, la pandémie a clairement mis en lumière toutes les failles du réseau public de santé. Donc, malgré tout ça, malgré la surcharge, donc oui, les infirmières ont besoin d'un minimum de stabilité pour soigner adéquatement. Les patients ne sont pas des numéros, puis les infirmières ne sont pas des pions interchangeables. Donc, on a rejeté, évidemment, cette entente de principe-là. Pour nous, ça allait de soi. Pour éviter le recul de l'honopouaf symbolique d'un air qui devrait être évolué, mais aussi pour les patients. Parce que je pense que vous savez, je vais parler au nom des professionnels en soins, j'en suis une d'ailleurs, je suis infirmière, mais on a toujours nos patients à cœur et on sait que nos conditions de travail vont refléter les conditions de soins des patients. Donc, le gouvernement Legault, il ne demande pas aux psychiatres d'aller travailler en CHSLD ou aux orthopédistes d'aller faire de la psychiatrie. Donc, pourquoi ça serait plus acceptable pour nous? Parce qu'on est une gang de femmes, majoritairement. Qu'est-ce qui fait que l'enjeu de sécurité n'est jamais venu en compte? On vous pose la question. C'est plus difficile à tenir sur une tête une coiffe qu'on pensait finalement. Notre cher premier ministre François Legault parlait cette semaine, en fait je pense que c'est hier qu'il a dit ça à l'Assemblée nationale, qu'il a le courage de déplacer les infirmières là où il y a des besoins. En bon papa, en bon patriarche, il se présente encore comme le sauveur des intérêts collectifs. Le courage, nous autres, c'est du côté des travailleuses du réseau de la santé publique qu'on voit tous les jours. Celles qui se lèvent pour prendre soin des populations vulnérables, des oubliés puis des mis de côté, d'une réforme à l'autre, parce que c'est pas assez rentable de s'occuper de ces gens-là. Les professionnels en soins se sont battus à l'automne et cet hiver encore, puis on va continuer de se battre. La réforme du P qui arrive, là en ce moment, avec sa Top Gun du privé qui vient d'être nommée, là, on l'a surnommée en Madame Biron incorporée, des groupes Biron incorporés. On va l'avoir à l'œil. Puis collectivement, c'est collectivement qu'on va devoir rester vigilante pour maintenir des soins de santé qui, à la base, se sont toujours voulus universels, gratuits et accessibles pour tous et pour toutes. On va continuer en fait de se battre pour, oui, avoir des bonnes conditions de travail, parce qu'on ne veut pas travailler à rabais, mais on ne veut surtout pas non plus que la santé, ça soit dans les intérêts juste du privé, parce que la santé, c'est pas à vendre. Fait que, sur ça, on espère pas être obligé de terminer au bout en plein temps. Allez, on va faire un bon d'applaudissements, on a besoin d'elle, les deux. La prochaine personne à prendre la parole, c'est Raphaël Lafleur du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes. Allô tout le monde, merci d'être là. Moi, je suis organisateur communautaire pour le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. On prend la rue aujourd'hui pour souligner la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses sous le thème « Unis pour nos conditions de travail et de vie ». C'est un message très important pour nous, les organismes de défense des droits des travailleurs et travailleuses migrants, parce que l'immigrant, c'est une cible de choix pour semer la division dans la classe ouvrière. Après que la CAQ ait blâmé les immigrants pour le déclin du français puis la crise du logement, Bernard Drinville nous apprenait la semaine dernière que c'est la faute des immigrants s'il y avait des retards dans les maternelles 4 ans.
C'est une tactique vieille comme le monde, diviser pour mieux régner. Ils veulent que la classe ouvrière se déchire entre elles pendant qu'ils nous passent des projets de loi destructeurs en santé, en éducation, en logement, dans le secteur de la construction, qui mettent de l'avant un projet de société néolibérale au profit d'une bande de parasites à tête de corporations puis de monopoles au détriment de l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Rappelons les faits. En date de fin 2023, le Québec comptait 234 000 travailleurs étrangers temporaires. C'est presque 1/4 million de personnes sans droit fondamental de pouvoir changer d'emploi. Ils sont soumis à une précarité constante, avec des embûches persistantes dans l'accès aux programmes sociaux. C'est près d'1/4 million de personnes qui souffrent tous les jours d'un système que même l'ONU a apparenté au néo-esclavagisme. Ça, c'est sans parler des dizaines de milliers de travailleurs sans papier qui, eux, n'ont pas de droit du tout. Encore cette semaine, on apprenait qu'une agence de placement avait exploité la vulnérabilité des travailleurs migrants à Montréal. Sous la promesse de leur obtenir des permis de travail, les forçait à travailler pour 10$ de l'heure à l'entretien ménager dans les hôpitaux de Montréal. 10$ de l'heure pour travailler dans notre système de santé, ça n'a aucun calice de bon sens. Là, c'est fini les demi-mesures. Il faut abolir les permis de travail fermés, puis mettre sur pied dès maintenant un programme de régularisation permanent et inclusif. Aujourd'hui, on envoie un message clair à nos gouvernements et aux lobbies patronaux. Le mouvement des migrants fait partie du mouvement des travailleurs et des travailleuses. Une attaque contre un, c'est une attaque contre tous. Les millions de travailleurs, ils vont pas rester indifférents pendant que les capitalistes méprisent les droits fondamentaux de leurs frères et de leurs sœurs de classe. Statut pour tous! Statut pour tous! Vive la Journée internationale des travailleurs! Manifeste, si je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'elle n'est pas là. On se rassemble aujourd'hui durant la Journée internationale des travailleurs et travailleuses pour exprimer notre colère et démontrer notre volonté de se battre pour une justice sociale, pour un traitement adéquat. Les futurs travailleurs et travailleuses sont eux aussi impactés par la détérioration des conditions de travail. La non-salarisation des stages est un enjeu important au sein de la communauté étudiante qui est actuellement pris à la légère par les institutions collégiales et universitaires, mais aussi par le gouvernement qui, malgré nos tentatives de dialogue, demeure inactif en égard à la salarisation des stagiaires. Un enjeu qui place les étudiants et majoritairement les étudiantes en situation de précarité financière importante. Les stages non rémunérés contribuent à l'endettement des étudiants et compromettent notre santé physique et mentale. On oblige les futures travailleuses sociales, les futurs enseignants, les futurs infirmières et bien d'autres futurs professionnels à effectuer des stages obligatoires à leur diplomation sans aucune rémunération. Des stages dans des domaines majoritairement féminins, des stages de longue durée qui souvent de plusieurs mois consécutifs. Des stages dans lesquels les étudiantes et étudiants assument généralement les mêmes responsabilités que leurs collègues salariés. Des stages qui demandent à travailler des heures de fou à l'extérieur du temps plein pour obtenir réponse à nos besoins. Des stages qui nous demandent de s'épuiser et d'être constamment à bout de souffle avant même d'être diplômés. Pour vous donner une idée, ça veut dire qu'en étant payé au salaire minimum, c'est environ 12 000 $ qu'on aurait de plus dans nos poches si on était salarié. Non seulement les stages accentuent la précarité des étudiants et étudiantes, mais ils viennent avec des frais de scolarité allant jusqu'à 2 000 $ par session. Oui, des frais qui peuvent être couverts pour certains par la bourse perspective, mais rappelons-nous, une bourse qui est déjà remise en question par plusieurs et qui est loin d'être une mesure permanente. Une bourse qui n'est pas accessible à tous par ses conditions d'admissibilité restrictives et qui est inversée seulement lorsque la session est complétée et réussie. Il est temps de continuer d'amplifier les actions face à cet enjeu qui touche une si grande partie de la communauté étudiante. Je pense à tous ceux qui sont passés par là, à tous ceux qui le vivent actuellement et à tous ceux qui auront à vivre cette réalité si rien ne change. La communauté étudiante est la relève de demain. Nous sommes les futurs anges gardiens. Les mouvements syndicaux et étudiants sont alliés depuis longtemps. Nous sommes avec vous en ce 1er mai, comme nous avons été avec vous lors de la négociation du Front commun. Unissons-nous pour des conditions de travail et nos conditions de vie. Bon 1er mai à tous. Dans cette journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs
et travailleuses et dans les autres mobilisations à venir, nous continuerons à nous battre pour une société plus juste et équitable qui prendra en considération les conditions de travail et de vie pour tous et toutes.